séance s'inscrit dans l'activité que nous menons au département Art et Culture depuis une année. C'est d'ailleurs l'avant-dernière séance où nous avons confronté les arts, c'est-à-dire nous avons réfléchi à la, comment dirais-je, plus qu'à la correspondance des arts. Nous avons cherché ce qu'on a appelé la transcréation qui traverse les différents arts, c'est-à-dire comment un art, après justement la rupture, après des genres, comment les arts finalement empruntent les uns aux autres aujourd'hui des sensorialités qui appartiennent à tel ou tel art et qui dynamisent effectivement chaque genre. Hein, que ce soit, nous avons parlé de cinéma, du rapport que soit le pictural, soit le musical, comment il renforçait l'image cinématographique. Nous avons parlé des arts plastiques en rapport avec les arts numériques, la manière donc, dont ils s'alimentent les uns les autres. Nous avons parlé aussi donc, du théâtre. Et donc aujourd'hui, nous avons trois communications, deux communications qui sont le fait de deux architectes, mais qui sont deux architectes pluriels. Donc, Faïqa Bjewi, qui est architecte urbaniste et qui a occupé plusieurs postes à l'ASM, l'Association de la sauvegarde de la Médina de Tunis. Elle est lauréate du prix Arachen d'architecture de 2010. Elle est présidente d'ICOMOS, Tunisie, membre d'honneur du Comité international des villes et villages historiques et présidente du Comité méditerranéen, voilà, donc du CIVES, et qui va nous parler tout à l'heure donc du rapport entre sa pratique architecturale, qui est justement une pratique aussi de restauration, et son, comment dirais-je, l'action, l'interférence qu'il y a avec la partie environnementale, la partie artistique, comment dans la pratique d'architecture contemporaine, Faïqa et d'autres collègues tiennent compte effectivement de toute une esthétique, toute une esthétique qui fait participer aussi bien les arts plastiques que le paysagisme, etc. Je vais bientôt lui passer la parole, mais je vais donc aussi présenter le deuxième intervenant, qui est donc Semir Makhlouf. Semir Makhlouf est vraiment un artiste pluriel aussi, parce qu'il est architecte, il est peintre, il est auteur, il est poète et romancier. Et donc, il a fait l'école d'architecture, il a eu donc son diplôme en 1992. Il fait donc, comme je l'ai dit, peintre. Il a exposé de nombreuses expositions qui ont eu lieu donc en Tunisie et à l'étranger. Il est auteur de 4 romans qui comptent des textures gestuelles qui sont parus dans Contraste Édition en 2005, Le jardinier des 15 soirs, Sans c'est ton cas, Paris 2000, L'homme d'Agaïa, Contraste Édition à Tunis en 2017, et Merminus Infinitif, Contraste Édition en Tunis 2020, qui a eu le Comar d'or d'ailleurs, donc en 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de son œuvre, comme il le dit, est nourri par les recherches et les inventions conceptuelles qu'il a entreprises sans discontinuité depuis qu'il a fait ses études en architecture, et où s'entremêlent l'art, la physique, la biologie, la cognition, la philosophie, pour réinventer des modèles standards de la science. Donc, ce sera effectivement passionnant de l'écouter. Et ça, c'est pour nos deux architectes. Et la clôture de clôturant cette séance par la présentation d'un spectacle musical Nafes que je présenterai tout à l'heure. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Faïqa Bjewi, que nous écoutons. Merci beaucoup.
Bon, dans le cadre de la réflexion dans notre département, donc chacun de nous, il a réfléchi autour de la question donc, du croisement des arts. C'est vrai, moi au départ, je pensais, pour ma présentation, j'ai pensé à plusieurs thèmes à développer, puis après je me suis dit non, c'est peut-être l'occasion de présenter un peu ce que j'ai fait depuis une quarantaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, mais bon, ce que j'ai fait, c'est intervenir en fin de compte sur l'existant. Et intervenir sur l'existant en tant qu'architecte nous mène à une réflexion, de nous poser plusieurs questions. D'ailleurs, dans ma présentation, il y aurait aussi des questionnements parce que c'est en perpétuel développement. Bon, moi je commencerai ma présentation par une citation. Donc, on ne peut restaurer ou mieux conserver qu'à condition de transformer. Donc, il faut actualiser la signification du monument, éclairer le témoignage du passé d'un nouveau jour qui le rend perceptible par une sensibilité de notre époque. Ce sont parfois des éléments nouveaux qui mettent en valeur ceux du passé. Parce qu'on peut pas. D'ailleurs, devant, quand on a un projet, je vais dire, de restauration, de réhabilitation, d'intervention, mais on a un bâtiment qui est là, qui existe, donc il y a la lourdeur de son histoire, il y a l'esprit du lieu, il y a le génie du lieu. Donc, moi, architecte du XXe siècle ou du XXIe siècle, intervenir sur un bâtiment qui est là depuis 3 ou 4 siècles, parfois plus, que devrais-je faire et comment je me comporte? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que par rapport à l'intervention, ce n'est pas une intervention d'un seul corps de métier qui est l'architecte. Il y a plusieurs intervenants. Il y a aussi le fait, parce que le bâti, il y a un art de bâtir. Et moi, je vais intervenir comment je dois faire. D'ailleurs, moi, je dirais que intervenir sur l'existant, le réhabiliter, le restaurer, le reconvertir, en fin de compte, le transformer, nécessite l'implication de l'architecte, de l'ingénieur, du paysagiste, du designer, aussi du sociologue, de l'historien de l'art. Donc, et cette intervention, elle se situe à l'intersection de toutes ces créations. Donc, et nous mène à la démarche donc, de l'intervention sur l'ancien. À mon sens, elle est dans le droit chemin du croisement des arts, thème que nous avons développé le long de cette année dans le cadre de notre département. Attends, Samahni, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Dès que ça, c'est. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, depuis toujours, les bâtiments existants font l'objet de nombreux remaniements afin de les adapter aux usages et aux modes du moment. Ceux qui nécessitent des travaux trop importants sont utilisés comme carrières de pierre ou simplement détruits pour laisser la place à un bâtiment neuf. Combien d'églises furent construites sur des ruines de bâtiments païens? Donc, temple païen devenu église, basilique, après devenu mosquée. Donc, le réemploi d'un bâtiment de culte par une autre religion peut paraître étrange, mais cela nous montre bien que nos ancêtres considéraient les bâtiments comme de simples enveloppes, qui ne gardent aucune empreinte de leur histoire
et de leur usage passé. Parce que la notion de patrimoine, elle est née beaucoup plus tard. Réellement, la notion du patrimoine, elle est née après la Révolution française. Parce qu'avant, il n'y avait pas cette notion de patrimoine et de conservation de patrimoine. C'est après, avec la Révolution française, où on a vu que bon, le peuple s'est déchaîné, on a commencé à démolir et à toucher les bâtiments, donc les différents bâtiments. Là, il y a eu donc une certaine prise de conscience par rapport à ça. Et moi, je dis que s'il y a un édifice qui illustre bien l'attitude de nos ancêtres, c'est bien la basilique Sainte-Sophie. Donc, d'un temple romain dédié à Apollon sur une colline qui surplombe la mer de Marmara, à l'emplacement de l'actuel Istanbul. Au IVe siècle, l'empereur Constantin, converti au christianisme, fait de cette ville la nouvelle capitale donc, de l'Empire. La basilique qu'il fait alors construire utilise comme soubassement les ruines du temple romain. L'édifice est modifié et agrandi par le fils de Constantin avant d'être incendié au Ve siècle. Une nouvelle basilique est construite sur les ruines de l'ancienne, qui sera elle aussi détruite par les Salomon. Cette fois, le nouveau chantier est installé à côté de la ruine, transformé en carrière de pierre. Donc, les bâtisseurs emprunteront également des fragments de temples grecs, phéniciens et romains. Le 27 décembre 537, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople est inaugurée. Et ce bâtiment couronné par la plus grande coupole jamais construite, mais qui a été après détrônée par le dôme de Florence, est consacré cathédrale en 1206. Lorsque les Ottomans s'emparent de la ville au XVe siècle, l'édifice est transformé en mosquée. 4 minarets sont érigés et les mosaïques chrétiennes sont noyées dans le plâtre et recouvertes de calligraphie arabe. Devenue musée, rebaptisé de nouveau mosquée. Donc on voit bien que la tradition de transformer, de convertir, c'est une pratique qui est très ancienne. Donc, au niveau de l'intervention et notamment de la reconversion donc des bâtiments existants, la restauration des monuments, la réhabilitation des centres anciens se pratique donc depuis toujours. Et aujourd'hui, le patrimoine est considéré comme une ressource produite devenant un levier de développement. La réutilisation des édifices anciens est un acte architectural qui se traduit par l'introduction d'éléments contemporains dans un lieu préexistant. L'intervention contemporaine intègre les contraintes liées aux espaces protégés ou aux abords de monuments historiques pour imprimer la marque d'une époque dans le respect de l'environnement urbain ou paysager existant. Le patrimoine peut évoluer grâce à la création architecturale en réhabilitant des bâtiments, en leur donnant une nouvelle fonction. La création s'insinue dans le patrimoine. Donc, l'intervention dans l'existant, qu'il soit ordinaire, patrimonial, classé, inscrit patrimoine mondial, appelle de la part de l'architecte une démarche de connaissance, une attention au contexte et une modestie devant la temporalité du bâti qui dépasse de loin la sienne. Donc, la réflexion devrait se faire donc, en deux parties. En premier, un travail de recherche, d'histoire, une démarche de connaissance pour bien saisir la logique conceptuelle originelle et en second, saisir l'apport potentiel de la contemporanéité qui devra être le révélateur de l'ensemble de l'œuvre bâtie. Cette approche nécessite une forme de distance permettant la préservation du sens général et de l'esprit du lieu, mais n'exclut en aucune manière une composition architecturale créative, donc qui est contemporaine évidemment. On peut dire que depuis les années 70, la qualité de notre cadre de vie est devenue une de nos priorités. Le regard que nous portons sur le patrimoine, qu'il soit architectural, urbain ou paysager, a dans le même temps évolué. Donc, le témoignage de la mémoire collective, le patrimoine joue en effet un rôle nouveau dans la constitution du paysage contemporain. Il ne s'agit plus seulement de conserver ici ou là les traces du passé, mais de les faire participer au devenir de notre environnement. La coexistence de constructions neuves et de bâtiments anciens, mais aussi les soucis d'occuper les bâtiments anciens
ayant perdu leur fonction d'origine avec de nouvelles activités contemporaines, sont désormais au cœur de nos préoccupations. Mais l'intervention sur l'ancien, tant à l'échelle de l'urbain qu'à l'échelle du bâtiment, mènerait à réfléchir les modalités selon lesquelles s'articulent les pratiques et qui ont trait au patrimoine et celles qui concernent la création architecturale. Comment inscrire une création architecturale innovante et adaptée aux besoins dans une continuité respectueuse de l'héritage passé. Donc, à l'échelle de l'édifice, loin d'être figé, le patrimoine peut évoluer grâce à la création architecturale, en réhabilitant des bâtiments, en leur donnant une nouvelle fonction, en agrandissant des architectures existantes. La création s'insinue dans le patrimoine. Un édifice se transforme. Bon, Viollet-le-Duc disait: le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver un emploi. Bon. Et en plus, il y a des monuments qui sont classés mais qui ne sont pas visités, mais il y a d'autres monuments qui trouvent une nouvelle vie avec des emplois parfois très éloignés de ce qui avaient prévu leurs bâtisseurs des siècles plus tôt. C'est la reconversion ou réutilisation de plus en plus prisée, est un moyen de pérenniser le patrimoine historique. Donc, si on peut résumer, c'est dire conserver un patrimoine, c'est se poser en premier lieu la question de réusage, donc la transformation. La préservation d'un édifice n'est possible que si on lui donne un nouvel usage. Pour penser la reconversion d'un site, il s'agit avant tout de croiser deux lectures de l'ensemble bâti, offrant ainsi la possibilité d'un projet riche, respectueux du site et ancré dans le réel. La première, c'est souvent négligée pour les bâtiments non protégés au titre de monuments historiques, vise à comprendre le lieu, sa mémoire, son histoire, sa morphologie et les différentes strates qui le composent. Il s'agit d'une approche sensible et historique visant à révéler les qualités d'un ensemble bâti constitué au fil des siècles. La seconde, plus technique, consiste à envisager son potentiel de reconversion au regard d'une analyse de sa trame bâtie, des logiques constructive, de son état structurel, de ses performances thermiques, de son éventuelle pollution, ainsi que des coûts de restauration, de restructuration. Cette approche permet d'asseoir la faisabilité d'un projet de reconversion en fonction de contraintes réglementaires, techniques et économiques souvent incompressibles. Donc, reconvertir le patrimoine, c'est le préserver, transformer, renouvellement d'usage. La question que se posent les architectes restaurateurs ou les architectes du patrimoine, donc comment les architectes contemporains insèrent-ils leur construction dans la ville de toutes les époques? C'est ainsi que des édifices ayant perdu leur fonction d'origine ont pu être réhabilités et reconvertis à d'autres usages. Et là, je vais passer à des exemples que nous avons pratiqués donc en Tunisie. Je citerai le Dar al-Aslam qui a été reconverti en siège de l'association Garde de la Médina de Tunis, certains exemples de madersa qui ont été reconvertis en jardin d'enfants, de Koteb qui ont été reconvertis en club informatique. Bon, je commencerai par le Dar al-Aslam. Pour moi, c'est un exemple qui est très important. D'une part, c'est le premier exemple en Tunisie de restauration-reconversion. Parce que le Dar al-Aslam, où se trouve donc le siège de l'ASM, date de la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans les années 60, ce palais de plus de 2000 mètres carrés fut acquis par la municipalité de Tunis et se présentait dans un état de délabrement assez précaire. Et quand la municipalité l'avait acquis, donc avec la création de l'ASM, on avait décidé d'en faire le siège de l'association de sauvegarde. Mais le défi, en fin de compte, auquel on est confronté, fut de trouver des astuces pour adopter une maison traditionnelle organisée autour d'un patio en fonction de nouveaux besoins. Pourrait-on trouver voilà. Pourrait-on trouver des conditions de confort
et de travail dans une telle demeure, notamment en ce qui concerne l'éclairage, la sonorisation et aussi la température. L'architecte chef du projet Arnaud Hans se questionnait aussi sur l'impact de ce projet d'un nouveau centre de services semi-public dans une rue secondaire et qui est résidentielle. Donc il y a l'effet du bâti lui-même et qui va être reconverti, mais aussi il y a le souci toujours de l'insertion de la nouvelle fonction dans un tissu urbain existant. Donc, Donc, comme il s'agit d'un palais qui est composé en différentes parties, donc on a la maison euh, familiale, on a la maison des invités, on a la maison de service. Donc, mais la maison donc familiale, le palais, il est construit sur les voûtes massives du Marzel et les anciennes écuries qui hébergent aujourd'hui un centre culturel, le Club Tar Haddad. Donc, dans la restauration, donc les makhzans et les écuries ont été reconvertis en un centre donc, culturel, le Club Tahar Haddad. Donc, et là, on procède donc à la consolidation des piliers et on pose un nouveau dallage en briques et en pierre. Ce que vous voyez un peu sur les photos. Bon, des espaces autrefois obscurs deviennent inondés de la lumière du jour grâce à des portes-fenêtres qui donnent sur des cours intérieurs plantés. Ces ouvertures réalisées donc, dans la brique sont renforcées par du béton armé afin d'éviter tout risque d'effondrement. Donc là, on a utilisé ces matériaux déjà dans les années 70 parce que il fallait sauver ce monument, ce bâtiment, mais aussi lui donner, il faut qu'il réponde donc, et là, dans l'intervention, donc il y a l'intervention au niveau donc, de l'architecte, il y a l'intervention de l'ingénieur, il y a aussi l'intervention aussi du designer, parce que je vais vous montrer dans les prochaines diapositives, on a même dessiné des meubles et qu'on a fait faire par des menuisiers, donc des artisans dans la Médina. Donc, c'est un ensemble d'intervenants avec leur savoir-faire qui ont pu réaliser ces travaux de restauration. Aussi, comme on a besoin, comme c'est devenu des bureaux, des salles de lecture, on a besoin de lumière. Donc, on a procédé donc, à la création de lanterneaux au niveau des planchers. Et pourquoi moi j'insiste énormément toujours sur cet exemple? Parce que ça a été fait quand même. C'est la première fois que ça se passe en Tunisie, ça a été fait dans les années 70 avec donc, les moyens, et il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers. Donc, mais on a réussi à faire de cet espace qui était destiné donc à l'habitation, à l'habitation d'une famille, alors à une famille patriarcale, l'organisation et qui est devenu donc le siège d'une association qui est à la fois administration, mais qui est aussi à la fois un atelier d'architecture et d'urbanisme. D'ailleurs, à l'arrière d'une des chambres en T, à l'emplacement d'une maison qui a été construite dans les années 40, donc, qui est dans c'est toujours au niveau de Dar Lasram, et qui était donc en ruine. Là, on a construit les nouveaux bâtiments, mais qui ont respecté, c'est vrai avec des verrières et du béton, mais qui ont respecté la typologie, le tracé, puisque le patio, c'est resté un patio, mais c'est devenu donc couvert avec une verrière. Et là, dans cet espace que vous voyez, on a installé donc des ateliers d'architecture et d'urbanisme, parce que la nouvelle fonction nécessite donc beaucoup plus de lumière, donc il fallait qu'il soit aménagé donc, à ce propos. Le Dar al-Harka a été aménagé donc, en salle de tirage, de reproduction, laboratoire photo, la cantine, la cafétéria. Donc là, au niveau du club, je vous montre un peu les meubles qui ont été donc, dessinés. Donc, dans cette intervention, il n'y avait pas que l'architecte qui restaurait, il y avait aussi la réflexion par rapport au mobilier aussi, et donc qui devrait aller avec.
Aussi, dans ces trois photos, j'essaie d'expliquer, par exemple, là, vous voyez dans la cornée, dans la première photo à gauche, ce que vous voyez en rouge. Là, on a ouvert donc, et on a mis tous les câbles électriques. Parce qu'on a de la céramique, il ne faut pas qu'on a un mur en céramique, on voit les câbles électriques. Donc, on a essayé de les mettre, vous voyez là. Dans la photo du milieu, on avait installé une climatisation. Donc, on avait installé la climatisation sur les terrasses et pour avoir l'air frais, on a vous voyez, un plafond peint. Donc, si vous regardez bien, bon, vous ne pouvez peut-être pas le voir, dans les petites fleurs, au niveau du milieu des fleurs, là, on a fait des petits trous pour que l'air frais descende. Donc, ça, c'est aussi, et dans la troisième, parce que pour avoir, donc, avoir des prises et avoir, pour allumer, donc, on ne pouvait pas mettre les câbles sur des murs en céramique. Donc, l'astuce, c'est au milieu, au niveau, bon, là, on n'a pas l'exemple, mais vous voyez là sur la photo, au niveau du rib noir. Donc, on met un fil électrique avec, et comme ça, quand on voit, ça rentre dans le cadre de. On ne touche pas la décoration des murs. Je dois aller vite. D'accord. Bon, et là, je vais passer très vite. Là, c'est une autre dimension. Ce sont des madrasas qui ont perdu leur fonction initiale et qui sont devenus. Donc, les madrasas qui sont autour de la mosquée Zitouna, donc au niveau des sourds, ont été reconvertis en centres de formation pour les métiers de l'artisanat. Voilà. Donc, il y a plusieurs reconversions qui ont été vécues, mais bon, je vais passer vite en vous montrant juste des photos. On a osé mettre des éléments d'architecture contemporaine dans ces bâtiments anciens. Voilà. Là, par exemple, la Zawiya al-Bokriya qui a été, donc, elle est dans un quartier résidentiel, elle a été reconvertie en jardin d'enfants. Vous voyez sur cette image à gauche, en bas, le lustre, il a été conçu et commandé donc, dans le cadre de la restauration. J'insiste sur ces éléments parce que c'est un peu dans le thème de développer dans notre département. Voilà. Des côtés qui ont été donc aussi restaurés. Donc là, je résume un peu la reconversion. Donc dans les bâtiments bien conçus, il y a une vie après la fonction initiale. La simplicité des systèmes constructifs, la régularité des trames permettent au bâtiment d'adopter de nouveaux usages et assurer ainsi à la ville sa transformation dans la continuité. Dans cette renaissance, les architectes sont là pour que les capacités du bâti ancien et des exigences contemporaines se fondent en un projet d'ensemble, en un tout cohérent. Bon, là, c'est des exemples sur lesquels je vais. Là, c'est des réhabilitations privées, mais qui ont été suivies par les architectes donc, de l'ASM. On a essayé donc, de trouver des petites astuces telles que pour les monts de charge, parce que la maison, elle se développe à l'étage, les cuisines sont en bas. Donc, c'est avec toujours de la création. Là aussi, c'est une maison d'un artiste donc, dans la Médina. Bon, là, un exemple sur lequel je vais passer très vite, mais qui est un exemple très important, c'est la réhabilitation du marché central, donc qui est, c'est une opération qui est très, très importante parce que bon, le marché central, le Fond de Qalral, c'est une composante emblématique de la ville de Tunis. Et et là, dans la première diapositive, je vous montre un peu l'état dans lequel il était. Donc, pour le déroulement des travaux, on ne voulait pas arrêter le marché. Donc, on a privatisé une rue et on a installé des structures. Et comme ça, quand on travaille donc, sur la partie des légumes, ils sont dehors. Après, sur le poisson, donc on faisait pour que l'activité ne s'arrête pas. Et puis là, je vous montre un peu des photos. Donc, les espaces qui n'étaient pas couverts. Donc, le marché central, il y a
il est composé essentiellement d'un bâti de galeries construites, de 2 charpentes en bois qui ont été restaurées, et le reste, c'était à l'air libre, donc c'était couvert avec des tissus, avec de la tôle, et la proposition, c'était de faire une structure tendue. Donc, je vous montre un peu là. Et là, c'est l'aménagement intérieur. Voilà. Aussi, il y a toujours dans nos opérations de restauration, de reconversion, il y a toujours un souci d'ordre social. Par exemple, au marché, quand on a commencé les travaux, il y avait plein de marchands ambulants précaires qui étaient installés à même le sol. Donc, dans le cadre de la réhabilitation, on n'a pas dit on va les mettre on va les mettre à la porte. Au contraire, on a construit des petits stands et on a organisé même on leur a fait un contrat et du coup, ils sont maintenant affiliés aux caisses sociales. Voilà. Je vais juste aborder une autre manière aussi d'intervenir. C'est peut-on, d'ailleurs, je pose la question, peut-on actualiser le patrimoine par la création contemporaine? Donc, et là, je vais parler de 2 exemples qui ont été c'est le Dream City, donc un festival dans la cité qui a démarré en 2007, et c'est mettre l'art contemporain dans le centre ancien et dans les bâtiments anciens. Et bon, Rani à la tarif, on va dire, le Dream City avec toutes les activités, mais aussi c'est une autre manière où la rencontre des arts avec l'architecture et le bâti existant. Un autre festival qui est le festival Interférence, donc à la Médina, donc c'est un festival dédié à la lumière. Et voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Faïqa, pour nous avoir effectivement d'abord avoir été d'une grande clarté, pour nous avoir expliqué comment opèrent, euh, comment opèrent les restaurateurs du patrimoine, en passant par cet historique où il y a toujours eu effectivement des conversions, mais que maintenant il y a un passage, il y a eu un moment, tu as dit que c'était pendant la Révolution française, où on a institutionnalisé ça en sciences, en une pratique artistique, scientifique aussi, qui tienne compte effectivement à la fois de l'esprit du lieu, de la fonctionnalité et de la manière dont on peut effectivement à la fois conserver et reconvertir cet espace. Ce qui est intéressant pour ce qui nous occupe effectivement, c'est que tu as bien montré comment cette reconversion se fait à la fois en tenant compte, donc comme je l'ai dit, de l'esprit du lieu, mais aussi d'une adaptation qui se fait par l'intermédiaire d'autres pratiques artistiques, comme tu as montré, à la fois donc cette manière de l'art de l'éclairage, du mobilier, de l'artisanat, qui à la fois respecte le lieu et permet une autre fonctionnalité. Donc ça, il y a ce croisement donc qui se fait. Les œuvres sont parlantes. Il y a énormément. Nous sommes aussi dans un endroit tout à fait qui se prête à ça et qui pourrait effectivement beaucoup plus évoluer pour ce type de restauration qui permettrait une fonctionnalité. Moi, j'ai aussi le souvenir enfin le souvenir, ça existe du Palais Khaireddine, qui a été réadapté en musée. J'ai même assisté à sa reconversion avec ce pont, etc. Voilà, et qui est encore dans un état lamentable quelque part par rapport au plafond, parce qu'il y a tout un côté effectivement aussi architectural qu'il faut conserver. Donc ce qui est intéressant justement, c'est de montrer que l'architecte n'est pas seulement un bâtisseur, c'est ça qui est important, c'est un artiste, c'est un esthéticien, et c'est dans ce type d'action qui sont la restauration du patrimoine qu'il a effectivement, qu'il arrive à mettre en action toutes ces capacités effectivement artistiques et esthétiques. Je te remercie et on va passer tout de suite donc à la communication de Semir Mahlouf qui va être aussi une sorte d'autopoétique un petit peu comme l'a fait Faïra, parce que c'est de parler de son processus créateur, mais en mettant en valeur
effectivement cette connexion des différents arts qui a traversé sa pratique. À toi la parole. Merci. Merci pour m'avoir invité à cette conférence. Je remercie aussi l'institution de Beit el-Hakma pour cette invitation-là. Le problème, c'est qu'on ne m'a pas donné la durée, le timing. Et ma conférence, elle va durer plus, elle doit durer plus qu'une demi-heure. Donc, si je la raccourcis, ça va être dur. Déjà, même si je la raccourcis pas, ça va être dur. Mais si je la raccourcis, déjà, elle est hyper. J'y vais. Donc, alors, un peu pour mettre la situation, donc, Madame Fer m'avait demandé de faire une communication en tant qu'artiste interdisciplinaire, transdisciplinaire. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup hésité à la faire parce que, en vérité, c'est vrai, en fait, j'ai jamais réfléchi, jamais posé de discours en fait sur ma pratique artistique. Et pour la bonne raison que, en fait, la démarche qui me motive et qui fait que je suis un artiste, enfin que je pratique de l'art, ce n'est pas au niveau de l'art, c'est au niveau d'une grosse réflexion que j'ai faite depuis 35 ans, et qui consiste à comprendre l'univers dans l'absolu, donc univers y compris donc physique, biologique, cognitif. Et donc j'ai entrepris cette démarche depuis 35 ans, et je suis arrivé à un modèle de la modélisation de tout ça. Et donc, pour parler de mon art, en fait, je me suis dit que je vais le croiser, enfin croiser ma compréhension de l'art avec ce modèle, parce que je pense que c'était la seule possibilité d'être honnête euh, au niveau de ma présentation. Et donc, ma présentation va consister à... Mais malheureusement, elle va consister à vous présenter c'est quoi ma compréhension de l'art, sauf que pour pouvoir le faire, pour que vous arriviez à comprendre le dessin que vous voyez, en fait, je suis mal assis. Tu veux te mettre là? Non, 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 c'est pas ça, en fait. Je veux bouger, en fait, c'est ça. Hein? Si tu peux parler debout, il n'y a pas de problème. C'est pour à l'aise. Je me balade. Je dirais biologique, même physique, du fait artistique. Donc, d'être dans l'attitude de l'art, ou d'être sous effet artistique. Donc, toute ma présentation va essayer d'illustrer, enfin, de vous ramener à la compréhension de cet état-là. Alors, excusez-moi. Le modèle que j'ai proposé, que j'ai conçu au niveau de l'univers, ça s'appelle l'univers différentiel avec un A. C'est pas une erreur de français, c'est pas une faute d'orthographe. J'en fais beaucoup, mais là, c'est pas une faute d'orthographe parce que c'est une référence que je fais, entre autres, à Jacques Derrida, qui m'a beaucoup inspiré et qui a utilisé le A dans son différent, le différent, dans l'acte du différent. Et donc là, moi, j'ai fait un clin d'œil à Jacques Derrida que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré. Aussi, il n'y a aucune référence, vous ne trouverez aucune référence, aucune citation, pour la bonne raison que tout ce que vous allez voir ici, toute ma théorie est entièrement produite. C'est une invention totale, donc j'ai aucune référence de fait. Ça va se compliquer. Mais alors,
il faut que je vous explique c'est quoi cette théorie de l'univers oscillatoire dont je parle, de l'univers différentiel. On voit rien. Par contre, quand je m'en au ou peut-être, c'est ça. Voilà, je n'étais pas vraiment au fait de la forme. C'est pas lisible. En tout cas, moi, je vois ici. Donc, c'est quoi le modèle de l'univers différentiel? Le modèle de l'univers différentiel décrit l'univers sous forme d'un univers oscillatoire entre deux états de l'univers. D'un côté, on a l'univers potentiel et de l'autre, l'univers décidé. L'univers décidé étant une singularité de l'univers potentiel. Une singularité, donc c'est un cas particulier d'un des objets de l'univers potentiel qui fait qu'il fait basculer l'univers potentiel en univers décidé, cette singularité étant correspondante à une entité vivante, ou à la vie. Donc, il faut savoir c'est quoi l'univers potentiel. Rapidement, je vais essayer d'être rapide. Désolé. L'univers potentiel, c'est un objet potentiel dans l'univers potentiel. Qu'est-ce que serait un objet dans cet univers-là? La nature la plus proche qu'on peut se faire d'objets qui seraient dans cet univers potentiel serait les pensées. La pensée, un ressenti. Une pensée, vous voyez, elle n'a pas de... Bon, ça représente, elle n'a aucun corps, aucune matérialité. Et le côté le plus proche qu'on pourrait se faire de cet univers potentiel serait celui des pensées. Et de fait, c'est même une réalité. Donc un objet potentiel, que j'appelle OP. Et comment je le définis? Il est égal à lui-même, à l'objet lui-même, et à l'infinité de ce qui lui est différent. Donc, par exemple, pour comprendre cette bascule entre deux phénomènes, si vous prenez un cercle comme étant un univers, si vous prenez un point du cercle, le cercle n'existe que parce qu'il existe l'infinité des autres points du cercle, et inversement. Le cercle n'existe que parce qu'il existe un point du cercle. Donc on a une sorte de bascule d'équivalence, de simultanéité existentielle entre un objet, cet univers potentiel. Donc, كيفاش نعدي انزل على الفلسفه si, c'est bon, c'est bon. Merci. Bon, écoutez, je vais accélérer parce que sinon ça va pas aller. Bon, bref, tout ça, voilà, c'est quoi cet objet singulier dans cet univers potentiel? Cet objet singulier que j'appelle anamorphose, et c'est lui qui nous intéresse et qui correspond à la vie, c'est un état, c'est un objet particulier qui est tel que, dans sa définition, l'objet lui-même est égal donc, à l'objet lui-même et à l'infinité de ce qui lui est différent. Sauf que dans ce cas-là particulier, l'infinité de ce qui lui est différent, c'est égal à lui-même. Donc on est dans un cas de symétrie entre les deux parties de l'équation. Dans le cas d'un cercle, si on reprend l'exemple d'un cercle, cette symétrie, ce serait le demi-cercle. Dans le cas du demi-cercle, le demi-cercle est équivalent à l'autre demi-cercle, à ce qui reste du cercle. Donc, si on prend la définition, le demi-cercle est égal donc au demi-cercle et à l'infinité de ce qui n'est pas le demi-cercle et qui se trouve être le demi-cercle dans le cas du demi-cercle. Vous voyez la situation singulière de cet objet-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette singularité? Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre l'objet et ce qui lui est différent. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'il n'est plus potentiel, il devient décidé. Et c'est là qu'on bascule justement de l'univers potentiel à l'univers décidé. En fait, cette bascule, on bascule vers un système oscillatoire entre les deux. C'est-à-dire, c'est une sorte d'oscillation infinie entre un état décidé et un état infini du point de vue de l'objet singulier que j'appelle anamorphose et qui correspond au vivant.
Vous suivez? Ça va, c'est la dernière. Donc, conséquence? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, alors, il y a cinq phénomènes majeurs qui sont déclenchés par cette singularité-là. Les quatre premiers recouvrent à peu près tout ce que la physique classique, y compris quantique, c'est-à-dire ondulaire et tout, décrivent globalement de la constitution de la matière, parce que la décision, en fait, ça correspond à la dimensionnalisation de l'univers. On était dans un univers potentiel où il n'y avait pas de dimension, on bascule dans un univers où le monde devient dimensionnel. Donc l'écart, l'oscillation, le laps, l'intervalle de l'oscillation entre potentiel et décidé, qui est l'objet minimal en quelque sorte, qui est aussi le différent, la fonction même, c'est équivalent. Donc j'ai oublié de le dire, mais c'est équivalent. Le minimum, l'infini et l'opérateur qui est le différent sont équivalents aussi. Donc cet écart-là entre donc l'oscillation, c'est le temps. En fait, c'est comme une sorte de mise en marche du temps à chaque oscillation. Par ailleurs, ensuite, on a aussi donc les objets potentiels deviennent des objets particuliers. Donc c'est la particularisation du monde potentiel. Donc l'objet minimal qui est le différent, mais c'est aussi c'est ça le problème. C'est aussi l'objet. Ah oui, j'ai oublié un point très important. L'irisation, la notion d'irisation. Par exemple, si on prend l'univers des chiffres, c'est important pour la suite. Si on prend l'univers des chiffres, par exemple, on prend le chiffre 24 dans l'univers des chiffres, dans le monde des chiffres. Le chiffre 24, c'est égal à lui-même et à l'infinité, simultanément, et à l'infinité des chiffres qui lui sont différents, comme pour le cas du demi-cercle. Mais en même temps, il y a des équations plus particulières qui sont, par exemple, 24 était aussi égal à 12 fois 2, 3 fois 8, 6 fois 4. Bref, il y a une infinité restreinte d'équivalences. Donc ça restreint l'infinité, il y en a beaucoup, ça restreint l'infinité des équivalences. Et parmi ces équations, il y a c'est l'équation particulière aussi qui est par exemple, tu prends 38 divisé par 38 fois 24, c'est égal à 24. Donc 38 divisé par 38, ça vous donne 1. Vous mettez n'importe quel chiffre, vous le divisez par lui-même, ça vous donne 1. D'accord, là. Et vous le multipliez par donc 24, vous avez 24. Ça, c'est l'opération radicale. Ce radical-là, dans la conversion vers l'univers oscillatoire décisionnel, devient le déploiement infini de l'espace. Donc on avait vu le temps, et ça, c'est le déploiement infini de l'espace. Le cinquième phénomène qui n'est pas pris en charge, lui, par la physique classique, ni par autre chose, c'est la double spirale. La double spirale, elle est importante. Vous avez une spirale rouge, une spirale verte. La rouge, donc, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en fait, l'équation l'objet, et dans le cas singulier de l'objet anamorphose, est égal à lui-même et l'infinité de ce qui est différent qui est égal à lui-même. Sauf que l'objet lui-même, il y a les équations qui lui correspondent, un peu comme le 24 divisé par 2, le 48 divisé par 24. Donc l'infinité restreinte. Donc on a les deux côtés de l'équation, l'objet et de l'irisation, ce qu'on appelle l'irisation de l'univers par l'objet anamorphose. Donc ces deux côtés-là, l'une va donner la spirale rouge qui constitue l'univers donc dimensionnel avec toute la matière que l'on connaît, ces 4 points d'inflexion, mais on va revenir. Et l'autre côté de l'équation va donner le monde vivant qui correspondra à la structure de l'ARN, l'acide ribonucléique.
le constituant de la matière vivante, de base, disons. Donc ici, vous avez... Ah, mince. Ah, voilà, le point. Il faut viser, mais... Bref, en tout cas, le point, c'est... Le point. Le point au milieu, à l'intervalle des deux spirales, c'est le point d'inflexion, c'est le point de... C'est l'objet lui-même, c'est l'objet anamorphose, c'est la structure du vivant, qui maintient en même temps les deux spirales, celle de sa structure elle-même, qui est l'ARN, et celle de l'univers qui se déploie dans les dimensions. Bon. Ici, c'est pour comprendre, c'est quoi un objet particulier rapidement. Un objet particulier, c'est-à-dire c'est un objet, on va prendre un point, si on prend ici le point dans ce cercle, il met le triangle, il met trois temps pour revenir sur lui-même. Vous voyez le triangle 1, 2, 3. Donc, ces trois moments, à chaque moment, qu'on correspond à une oscillation de l'univers oscillatoire. Donc, premièrement, dans la première étape, il va au deuxième, ensuite troisième, et ensuite il retourne sur lui-même. Donc, il rattrape en fait, l'égalité perdue en quelque sorte par le fait de l'objet anamorphose. Et il définit le cercle, dans un cercle par exemple, le point définit une infinité de possibilités de trouver ce triangle. Donc il y a une infinité de retrouver le triangle dans le cercle. Donc une infinité de boucler le point sur lui-même. Donc de le décider. Bref, ensuite, ici. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ah, la spirale, en fait, dans le développement de la spirale, il y a 4 points d'inflexion. Les 4 points d'inflexion de la spirale rouge de l'univers vont correspondre aux 4 états de la matière tels que décrites et connus en fait dans la matière physique, à savoir donc les particules élémentaires, les atomes, les molécules et la gravité. Ici on a à droite, c'est les particules élémentaires, qui sont donc une synchronisation du premier élément qui est le triangle. Mais le triangle, c'est le seuil que j'appelle zéro, qui est complètement instable, qui ne peut pas se stabiliser. Il est impossible qu'il se stabilise directement, il se synchronise dans le solide d'après, qui correspond à la particule élémentaire. Ici, on a les quatre seuils articulés sur la spirale. Donc ici, c'est le premier, élémentaire, les atomes, là, vous voyez la représentation un peu classique des atomes. Ensuite, le troisième seuil, qui sont les molécules. Le quatrième seuil, qui est globalement la congrégation des molécules, et ce qu'on appelle la gravité, le seuil gravitationnel. Au niveau de l'autre spirale, la spirale centripète, là où la spirale centrifuge, donc expansive. La deuxième, elle est introvertie. Elle est soumise, si vous vous souvenez bien, à la contrainte du rattrapage de l'égalité de l'objet lui-même, de l'objet anamorphose lui-même. Alors que l'autre, c'était le rattrapage de l'irisation globale de l'univers. Celle-là, elle tend à rattraper, donc à se décider elle-même. Ce qui va générer une double contrainte, alors que la première, elle n'avait que la contrainte du rattrapage infini de l'équivalence perdue. La seconde, non seulement elle a la contrainte du rattrapage de l'égalité perdue, mais en plus, elle a la contrainte de sa propre définition, de sa propre décision. Et cette double contrainte donc installe une sorte de boucle autonome par rapport au monde matériel et que j'appelle un continuum et qui correspond alors vraiment à la structure moléculaire de l'ARN. Entre autres, cette spirale verte
n'est pas dans le quatrième seuil gravitationnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact du quatrième seuil est converti au niveau de l'entretien de cette boucle. Donc ici, on a ce que j'appelle le continuum, qui est l'entité vivante. C'est ma représentation de l'ARN. Ce qu'on voit ici, c'est en blanc, c'est la structure du deuxième seuil de synchronisation, donc du seuil élémentaire, et en rouge, c'est le seuil moléculaire. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une structure vivante, et là, ce qui est intéressant à voir, c'est que la structure vivante, donc elle est dans son milieu, le milieu qui est constitué par la spirale rouge, donc c'est le milieu dans lequel on vit, et elle subit des impacts de ce milieu-là, donc des stimulus, et les stimulus donc impactent la structure, elle bouge la structure, et le différentiel d'état entre l'état initial et l'état impacté par le stimulus, ce différentiel-là constitue le ressenti. C'est un objet potentiel. Dans la phase potentielle, il irise, comme le chiffre 24 irisait l'univers. Dans sa phase potentielle, il irise donc l'univers, et c'est la perception, le ressenti de l'univers. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas de l'architecture. Donc, le ressenti, cette structure-là, c'est vraiment c'est un état de l'univers, un état particulier de l'univers oscillatoire. Donc, l'état du ressenti est une forme d'existence de l'univers oscillatoire. Et c'est pour ça que j'ai représenté à l'intérieur de ce que j'appelle ce continuum le champ de la perception, en fait, donc du ressenti. Alors, ce continuum, il va évoluer en 4 étapes. C'est les 4 étapes de l'évolution du vivant. Le premier, on a vu que c'est l'ARN. Ensuite, cet ARN va évoluer en une cellule, qui est le deuxième continuum. C'est une augmentation, en fait, de la structure. La structure qui est une mémoire. C'est la mémoire génétique aussi. Parce qu'en fait, les mémoires d'elle-même et mémoire de la représentation est en quelque sorte une mémoire des stimuli, des stimulus qui ont impacté l'organisme. Donc, deuxième. Ensuite, donc les cellules. Le troisième continuum, c'est celui des animaux pluricellulaires. Les animaux pluricellulaires, contrairement aux cellules, quelque part, un animal pluricellulaire a autant de continuums que de cellules, donc autant d'ARN que de cellules, et c'est un syncrétisme, une syncrétisation de ces continuums qui crée un troisième continuum qui devient le système référentiel des décisions, donc des ressentis. Voilà. Donc ici, j'ai fait une représentation du troisième continuum avec, vous voyez le petit dessin en vert qui constitue les organes sensoriels, qui sont des organes de différenciation donc, du monde. C'est par les sens qu'on différencie en fait le monde extérieur. Et cette différenciation donc, est convertie en différentiel à l'intérieur de la structure mnésique donc de mémoire qui est le continuum et qui va s'exprimer en ressentis divers. Donc les ressentis, moi je parle de ressentis, mais il y a plusieurs... bien sûr, il y a beaucoup de nuances ici, mais moi je considère les ressentis souvent sous 3 formes possibles. C'est le ressenti donc, sensoriel, des sens, le ressenti émotionnel, qui va me concerner plus particulièrement, et le ressenti de l'intelligible, qui est une intégrale en quelque sorte du sensoriel et de l'émotionnel. Donc voilà, vous avez remarqué en les lignes blanches, ah, il y a 3 lignes blanches ici, qui marquent, qui indiquent en fait
la marge de fluctuation de cette structure que j'appelle le continuum, qui est la structure de mémoire. Donc, il y a une limite extrême, qui est complètement à l'extrême, il y a une limite interne, qui est l'extrémité minimale, et il y a le milieu. Et donc, les émotions, quand on ressenti sensoriel, sont une affaire de fluctuation de la structure globale. En quelque sorte, c'est la déformation de la géométrie globale de la structure qui se traduit en ressenti émotionnel. Et donc, voilà. Ici, on a donc on est à l'intérieur de la limite, on est dans un ressenti négatif. Ici, médium, normal. Et ici, au niveau de l'extrémité, on est dans un ressenti très positif. Le quatrième continuum, donc on avait vu les trois premiers, et le quatrième est celui donc spécifique à l'humain et qui correspond à la conscience. Donc là, si vous permettez, je vais essayer de lire parce que. Donc le quatrième continuum s'est constitué lorsque l'individu a commencé à associer au niveau des ressentis, donc la différenciation des comportements du monde, son propre corps, notamment ses mains, avec les conséquences des décisions prises sur son environnement. Dès lors, son corps devient, au ressenti, l'objet différencié, singulier du monde extérieur. Donc là, il voit son comportement, donc c'est un objet comme un autre. Il est différencié aussi, il est reçu, il devient mémorisé. Et donc du coup, cet objet singulier qui correspond à son corps répond aux décisions de son intérieur. Il est capable dès lors non pas seulement d'ajuster le comportement de l'organisme aux sollicitations du milieu, mais d'ajuster le milieu aux décisions de l'organisme. Donc il devient l'objet mnésique référentiel qui va se lier à l'ensemble des différenciations du monde. Voilà. Bref, ça va déboucher, donc c'est la conscience, ça va déboucher sur le langage, et les séquences mémorisées deviennent de plus en plus abstraites, autonomes par rapport aux seules irisations orchestrées par le ressenti sensoriel, donc par les stimuli du monde extérieur. Cette autonomie installe ce qu'on appelle le champ mimétique, l'espace de la simulation. Excusez-moi, installe dans le champ mimétique l'espace de la simulation qu'il n'y avait pas avant. Donc là, on rentre dans un monde de simulation, d'abstraction, dans lequel, qui correspond en général aux pensées qu'on a, aux pensées, aux ressentis cognitifs intellectuels. Bon, ici, donc comme on a vu pour le monde, pour le troisième continuum, c'est aussi la fluctuation du quatrième continuum. On voit les quatre états de ressenti. Donc négatif, sauf qu'à la différence du troisième, ici, on parlera d'émotions complexes ou cognitives. Alors que dans le cas des animaux, on appelle ça les émotions basiques comme la peur, le froid. Ici, donc, au niveau de l'humain, on a le mépris, l'ennui, le dégoût, la colère, le remords, la crainte, ou bien du côté plus positif, la confiance, l'intérêt, l'optimisme, l'extase, l'admiration, etc., etc. Donc c'est très spécifique à la cognition. Et donc, ici, on a plus ou moins les mêmes, et on va voir qu'il y a deux autres limites qui sont spécifiques à l'humain, limite de fluctuation. Donc ici, on a on peut considérer les fluctuations des continuums comme des attracteurs de comportement des organismes, des sortes de boussoles. C'est aux limites de l'expérimentation de la vie, donc dans les situations de ressenti émotionnel extrême, que l'évolution se met en scène, qu'elle s'active, qu'elle trouve son élan. C'est en ces limites que va s'exprimer, s'acter la contrainte fondamentale du vivant, qui est l'évolution dérivée de la contrainte de reproduction. Au niveau du troisième continuum, la limite positive correspond au moment de l'acte de la reproduction, lequel assure aussi
l'évolution du vivant par la profusion de la vie dans le monde, en l'extrémité négative aussi. Bon, c'est pas évident d'y voir une évolution, mais pourtant c'est là que ça se passe, c'est là où s'opère, se décante, se profile de génération en génération, donc c'est sur un temps très long, les ajustements des mémoires génétiques pour bouger leur organisation, leur fréquence de différenciation en fonction des modifications négatives permanentes de l'environnement. Il s'agit de l'évolution par mutation génétique. Ces deux processus d'évolution opèrent sur le long terme. Donc ici, on a une représentation de la respiration des deux continuums en même temps, parce que chez l'humain, le troisième continuum existe tout le temps, existe forcément, existe tout le temps, sauf qu'il est augmenté par le quatrième continuum, mais les deux fonctionnent toujours, tout comme dans les espèces pluricellulaires d'une façon générale. Voilà. Et là, ici, on a les deux cas. La première, l'image d'en haut, c'est dans la situation où la limite est à l'extrémité, c'est-à-dire que aussi c'est l'attraction correspondante aux émotions liées à la situation de reproduction. Elle correspond au ressenti intense, à l'intense plaisir de l'amour physique dans ce cas-là. Dans la deuxième représentation, on montre au niveau du quatrième continuum l'attraction de la limite correspondante, et ça c'est spécifique à l'humain, au ressenti de la justesse. Dans ce cas-là, le troisième continuum en rouge il est peu sollicité. Par contre, le continuum en blanc, celui de la conscience et de la structure de mémoire cognitive, est très sollicité. Cette situation correspond à l'attraction par de nouveaux possibles, de nouveaux angles de compréhension biologique. Et son extrémité marque l'attraction du déplacement des limites de la logique de cause à effet vers de nouvelles figures, donc de nouvelles narrations, inventions conceptuelles, avec ce que ça suppose de variations de la compréhension de l'organisation du monde, mythologique, scientifique ou philosophique, qui vont s'exprimer par de nouvelles solutions technologiques, urbaines, de nouvelles organisations sociales, etc. Ce qui correspond à l'évolution de l'humanité par évolution des connaissances. Voilà, ici c'est aussi, donc là j'ai augmenté dans le schéma, j'ai mis à peu près une représentation de ce monde dans lequel on vit tout le temps en fait. C'est un peu plein de stimulations qui arrivent, plein de ressentis qui se superposent, il y a une infinité de ressentis. Dans ce cas-là, quand on est dans une situation de réflexion, donc de production de concepts, c'est essentiellement la sollicitation touche, j'appelle ça une sollicitation horizontale parce qu'elle touche toutes les mémorisés du quatrième continuum. Ah bon, maintenant, voilà, c'est presque fini. La troisième situation, à fort potentiel évolutif, voilà, c'est celle de la fameuse limite médiane. On n'en a pas parlé, on avait parlé de la limite intérieure, donc extrêmement négative, et de la limite extrêmement positive. Au milieu, il y a une limite aussi, la moyenne en fait, et dans cette moyenne, il y a l'extrême moyenne, enfin l'extrémité moyenne de la limite. Alors cette configuration, elle correspond à l'état que je qualifie d'harmonique, harmonique avec un K, comme vous l'avez remarqué. Ce n'est pas non plus une faute d'orthographe, c'est voulu pour différencier par rapport à l'harmonie et l'harmonique au niveau musical. Elle marque la différence avec l'harmonique et l'harmonie. Bon, bref, cette situation correspond à une configuration des continuums où les circuits différentiels des mémoires sont dans un état avec le moins de tensions contraignantes, qu'elles soient métaboliques ou stimulatives. On a vu au niveau du 3C, bon, on ne l'a pas vu, mais ce n'est pas grave, que cette configuration correspondait à l'état de repos de l'organisme. Lorsqu'elle s'établit au niveau du 4C, donc de la conscience en mode éveillé, cette configuration correspond au ressenti de la beauté, et plus exactement à l'attraction du ressenti de la beauté. Pourquoi cette boussole émotionnelle attractive est-elle porteuse de tensions à fort potentiel évolutif? Parce que c'est dans cette configuration où les contraintes décisionnelles, donc d'ajustement au monde, sont les moins actives, que le potentiel donc de liaison entre les mémorisés est le plus élevé, que les contraintes de la logique sont déliées, potentiellement déconstruites. Donc, en effet, ces derniers sont dans une situation suspendue, flottante, quasi autonome.
Les probabilités de liaison entre eux, donc de génération de nouveaux raccords ou accords, sont donc au maximum. Cela signifie que le potentiel d'inventivité est au maximum, ce qui signifie aussi que le potentiel d'évolution est au maximum. Être en cette situation, en cet état émotionnel, signifie que toute impulsion ressentie à même valeur, même poids, il s'établit une sorte de lucidité singulière extrême du monde, accompagnée du ressenti de la possibilité de raccord à toute autre impulsion. Lucidité ou clairvoyance et ressenti du potentiel de liaison, donc d'invention, donc d'évolution, correspondent au ressenti du beau, de la beauté, disons, du beau. Donc, c'est la dernière diapo. Non, bon. Hein? Je suis désolé parce que vraiment, je vais très vite et je zappe beaucoup de choses. Bon, c'est pas grave. Donc, pour atteindre cette configuration, c'est la première image que je vous ai montrée au début. Donc, voilà, on y arrive. Normalement, vous avez tout compris. Vous avez compris comment on est arrivé là. Donc, pour atteindre cette configuration, il faut manipuler non plus la seule intellection cognitive, mais le comportement fluctuant des continuums. Ça, c'est intéressant parce que c'est spécifique aux artistes. Justement, on y arrive aussi aux artistes. En effet, les micro-décisions en œuvre. Les micro-décisions, c'est à chaque fois qu'on parle, à chaque instant, quand vous dites un mot, quand vous allez dire, quand vous allez penser, même si vous ne le dites pas, vous pensez à quelque chose, c'est une micro-décision. En fait, c'est une décision. C'est un basculement du monde potentiel où s'éthériser le monde des idées ou des ressentis potentiels. Vous avez décidé, c'est un laps de décision par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle des micro-décisions. Alors, les micro-décisions en œuvre au niveau du quatrième continuum travaillent sur des fréquences différentielles logico-linguistiques. Ça aussi, je l'ai zappé, c'est dommage. Parce qu'effectivement, c'est la logique, le quatrième continuum est basé sur la logique linguistique. Fondamentalement, elle est structurée par la logique linguistique. La conscience est structurée par la logique linguistique. Or, les continuums fluctuent dans une fréquence d'oscillation qui n'est pas compatible avec les fréquences de la logique linguistique. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas possible, et je vous invite d'essayer, de mimer ou de simuler directement une émotion, de la ressentir. Par exemple, si je vous dis essayez de ressentir la beauté comme ça, soudainement, bah, tu ne peux pas. En fait, il faut que vous installez il faut que vous faites remonter à vous des scènes, éventuellement, où vous avez vécu cette émotion, et que alors peut-être vous arrivez à vous réinstaller dans cet état-là pour pouvoir capter l'émotion. Donc le circuit pour y arriver n'est pas direct parce qu'effectivement le circuit pour faire bouger ces continuums n'est pas celui de la logique donc linguistique. Bon, donc partager et communiquer des émotions tout en les maintenant sur un support transportable dans l'espace et dans le temps, c'est le domaine des artistes. Pour y arriver, nous manipulons les fluctuations des continuums sous l'attraction de la situation harmonique. Donc sous l'attraction de la beauté. Il nous faut donc manipuler des paquets transversaux. Transversaux, ça veut dire qui circulent entre les deux continuums et que j'ai représenté là sur vous voyez les pointillés qui relient les deux cerceaux au stade de faute blanc et rouge. Donc, il nous faut donc manipuler des paquets transversaux de situations amnésiques qui font fluctuer simultanément les deux continuums, dans un aller-retour constant entre l'œuvre matérielle en formation, la simulation et l'évaluation des ressentis qui pourraient se stabiliser par ces formations. Cela tout en tentant d'atteindre non seulement l'émotion cible, c'est possible aussi, mais aussi la situation harmonique sans laquelle le résultat ne sera pas chargé du potentiel d'évolution. Il permettra sûrement d'amorcer chez l'autre l'émotion, c'est aussi une fonction de l'art, mais il n'ouvrira pas la situation suspendue qui permettrait de questionner, déconstruire, jouer et donc inventer les nouveaux possibles du monde, de la société, non pas par le seul discours logique, le raisonnement, mais par la variation de l'angle de vue. Remarque, ce sont souvent les émotions fortes qui attirent les artistes, c'est normal, car les émotions fortes frôlent les limites de la vie et sont donc intrinsèquement chargées des extrêmes où sacrent les vecteurs de l'évolution. Cependant, mon modèle nous montre que même les émotions les plus banales du quotidien, lorsqu'elles sont déplacées vers la limite harmonique, qu'elles y sont suspendues, deviennent soumises au jeu, à l'invention, à la déconstruction créative de la logique. Et de plus en plus, enfin, ça fait un moment déjà où les artistes contemporains travaillent sur la banalité du quotidien, mais en fait, ils la déplacent, ils la positionnent, de sorte que dans la mise en scène qu'ils en font,
ils atteignent donc la situation harmonique et par là, ils ouvrent le quotidien et sa banalité au jeu, à l'invention, à la créativité, en fait. Voilà, donc là, maintenant, c'est mon travail. Donc, je vais vous montrer en 4 diapositives. Voilà, du coup, Madame Fer, donc je te remercie pourquoi pour cette invitation, parce que ça m'a permis de comprendre, en fait, de mettre des mots sur ma démarche, ce que je n'avais jamais fait avant. Voilà, donc je commence souvent mes peintures comme ça, des taches de couleur, des textures qui esquissent peut-être quelques formes, je ne sais pas. Je n'ai effectivement aucun projet, aucun message, aucune histoire à raconter. C'est ça, c'est ce qui me dérange aussi quand on me dit de parler de mon art, parce que j'ai vraiment rien à dire. Ou alors il me faut 3 heures pour expliquer. Vous voyez que c'est pas très pratique. Merci, merci. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est fini. Là, on passe, voilà, tac, voilà. Ensuite, je commence à manier les formes et les couleurs, tac, voilà, là, ça y est, il est presque prêt. Et là, c'est le tableau, il est fini, voilà. Bon, merci bien. Tu as fermé là? Tu as fermé. Bon, merci beaucoup. En tout cas, bon, c'était effectivement très instructif. Qu'est-ce que je pourrais dire? On aurait pu convoquer le département de sciences aussi pour assister à cette conférence. Mais c'est effectivement c'est assez singulier, effectivement, parce que finalement, c'est ce qui est à l'amont de ta peinture que je connais, qui est effectivement assez singulière parce que on voit très bien qu'il y a cette sorte d'univers potentiel, puisque c'est dans tes peintures, ici on le voit peut-être un peu moins, où il y a une vision un peu leibnizienne, hein, je dirais, donc des mondes possibles, des monades, avec un point de vue qui rassemble le tout. Bon, il nous a bien expliqué comment, effectivement, à la fois le recours à la physique et à la biologie, avec une conception finalement qui t'est propre quelque part aussi, enfin, c'est une conception scientifique, mais que tu as, disons, aménagée pour pouvoir expliquer l'acte créateur. C'est ça, ce qui est à l'amont de l'acte créateur. Et tu dis à un moment, effectivement, qu'il y a un arrêt, en fait. Il y a un arrêt, l'acte créateur constitue un arrêt, mais qui est nourri, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, de mémoriel qui passe je suppose, dans le geste de l'artiste, dans la conception qu'il a de l'art, et qui fait que, effectivement, sa production participe un petit peu à une forme de concrétisation singulière de cet univers, à la fois biologique et physique. C'est tout à fait intéressant. On aurait bien voulu voir plus d'œuvres. Enfin, en tout cas, je vous invite à lire aussi ces romans qui sont inspirés de cette conception, j'allais dire, scientifique, une conception de l'univers qui est tout à fait intéressante. Donc, bon, effectivement, le côté scientifique a un petit peu, mais je pense que c'était important pour présenter ce travail, qu'on puisse comprendre effectivement ce qui a généré ces productions qui sont des peintures tout à fait remarquables. Moi, j'ai toujours aimé cette peinture. Voilà, donc je vous propose de discuter, si vous voulez, en une dizaine de minutes pour ne pas voilà, faire tarder Ali Salami, que nous avons le plaisir vraiment d'avoir à Beit el-Hakma aujourd'hui, qui est une grande artiste avec effectivement donc cette. Alors, je vous propose une discussion, si vous voulez bien, de 10 minutes pour nos deux collègues. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, alors posez. Oui, Fatih, Triki. Risquer une petite réflexion en hommage de nos deux conférenciers que j'ai beaucoup apprécié. Les deux conférences m'ont rappelé quelque chose, à mon avis, d'essentiel dans la relation entre le patrimoine et l'identité d'une part, et la création et l'identité d'autre part. Ce que je remarque, c'est que dans la première conférence, vous avez mis l'accent
dans cette identité sur la transformation. C'est-à-dire finalement que l'identité elle-même, l'identité de l'homme, l'identité de l'univers, etc., ne peut se faire, ne peut se construire, ne peut exister, continuer, n'est-ce pas, que si il y a de l'intérieur une forme de transformation. Heidegger a beaucoup parlé de ça. Paul Ricoeur a localisé cette identité dans 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'étirement de l'être entre vie et mort. Bien sûr, ça c'est logique. Deuxième élément, c'est la constance à soi. Ce n'est pas la constance de soi, c'est la constance à soi. C'est-à-dire comment, devant l'événement, être, ou devant le changement, être soi-même. Et le troisième élément, il l'appelle la mutabilité. La mutabilité, c'est-à-dire se transformer tout en restant soi-même. Et j'ai beaucoup apprécié cette façon, n'est-ce pas, dans l'architecture, dans la restauration, n'est-ce pas, de lier cette transformation à cette constance à soi. C'est très subtil, c'est très bien. Pour la deuxième conférence, alors, c'est tout à fait, à mon avis, radicalement différent. Bien sûr, c'est une théorie, hein, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais c'est une théorie qui n'a probablement aucune validation, n'est-ce pas, scientifique, probablement, je ne sais pas, je ne suis pas un homme de science. Vous savez, dans la logique, il y a la cohérence, donc on peut trouver un système cohérent en lui-même, n'est-ce pas? Il manque ce qu'on appelle, nous les philosophes, l'adéquation ou la validation. Et là, c'est la tâche des scientifiques. Mais par contre, il y a en revanche une vraie validation dans la création. Donc vos tableaux, n'est-ce pas, révèlent bien qu'il y a une possible validation palpable. Ça, mais ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, c'est votre forme de définition de l'identité, qui est alors là radicalement différente, puisque vous avez pris comme hypothèse de travail que l'univers réel est égal à l'univers potentiel. C'est-à-dire finalement que l'identique est équivalent au différentiel. Ce qui fait que vous avez, d'une certaine manière, laissé tomber la forme, toute altérité. Et nous savons, ça c'est le problème fondamental des philosophes depuis Platon, depuis le sophiste de Platon, où il a essayé de récupérer l'altérité. Vous avez été obligé, vraiment obligé, de mettre l'identité dans une forme de circularité continuelle, même si vous avez fait le ressort, essayer d'aller vers l'oscillation, etc. Mais finalement, c'est une identité prisonnière dans la circularité. À mon avis, votre peinture, là, ce que je vois, a essayé de faire éclater cette circularité. Je vous remercie tous les deux. Oui, bien sûr, tu peux répondre. Tu veux dire que c'est une réaction. Tu veux répondre non bon, très bien. Faiza, bien, oui, 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 allez-y. Alors, merci les deux collègues, aussi bien Samir que Feika. Totalement, deux interventions totalement différentes et intéressantes, à mon sens. J'ai deux petites questions. Une à Feika, justement, par rapport à la réhabilitation, la reconversion. Est-ce qu'il faut forcément changer d'usage? Ce n'est pas le cas de Sainte-Sophie. On peut garder le même usage et aller vers une réhabilitation dans le projet ancien pour le mettre au goût du jour. C'est une petite question, tout simplement. Par rapport à Semir, justement, l'intervention était concentrée, très concentrée. Bon, j'ai enregistré un petit peu parce qu'il faut que je rentre chez moi et je relis ma vidéo, hein, la fin surtout. Est-ce que c'est pas le déconstruit que vous avez essayé vous avez déconstruit pour reconstruire à votre manière sur le tableau là final? Je ne sais pas, c'est une autre question, peut-être que je n'ai pas saisi la chose, mais est-ce que c'est vous avez déconstruit la chose
pour reconstruire et donner ce résultat qui est intéressant. Il y a une partie, c'est ma lecture, hein, un peu naïve sur les bords aussi, hein, par rapport aux couleurs, formes, mais qui reste assez pensif. On peut penser, on peut aller au-delà de votre toile. Voilà. Merci. Pour la question de la réhabilitation, pour le changement de fonction, il y a un changement de fonction quand la fonction est perdue réellement. Mais sinon, on peut réhabiliter. Mais pourquoi j'insiste sur le terme transformer? Parce que de toutes les manières, même si je ne change pas il n'y a pas une reconversion, même si je ne change pas de fonction, je transforme l'espace du moment que j'intervienne. Donc, de toutes les manières, il y a une certaine transformation, mais la reconversion, elle n'est pas systématique, parce que bon, on a bien réhabilité des maisons qui continuent à assurer la fonction d'habitat. Mais la transformation, elle est puisque quand on intervient à une époque bien déterminée, donc on a une manière de vivre l'espace qui est complètement différente du moment de sa construction. Même notre mode de vie a changé. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux gens qui habitent un centre ancien ou un centre historique de vivre comme vivaient leur aïeul. Non. Moi, si j'ai envie que mon espace continue à être vivant, il faut l'adapter au mode de vie contemporain. Voilà, c'est un peu l'idée. Merci. Non, non, pas du tout, mais c'est-à-dire qu'on déconstruit quelque chose, mais quoi? D'après. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de souci. Bien, écoutez, je vous remercie pour vos questions et vos remarques. Nous allons, je pense, passer tout de suite donc à la séance musicale de notre artiste polyvalente Alia Selami. Alia Selami, que vous connaissez probablement toutes et tous, qui excelle dans divers genres musicaux, tels le chant lyrique, contemporain, le jazz, la musique arabe. Elle le fait par passion. Elle fait beaucoup d'improvisation, ce sont devenues une de ses spécialités dans des spectacles expérimentaux et pluridisciplinaires. Elle est créatrice et interprète ses propres concerts, performances. Elle enseigne, elle est aussi enseignante, la technique vocale à l'Université de Tunis, à l'Institut supérieur de musique. Et elle a été décorée de l'Ordre national du mérite culturel tunisien en 2017. Et elle reçoit pour l'ensemble de sa carrière, n'est-ce pas, Aloès d'Or qui a été décerné, c'était donc ce prix, par l'Association pour le soutien des arts tunisiens Aloès. Donc là, le spectacle qui va nous être présenté avec son ensemble Aloès propose un voyage vocal à travers les chants religieux et sacrés de diverses cultures et confessions issues d'une vingtaine de pays. Et ce concert, comme elle le dit, explore ce qui relie profondément les hommes, à savoir le sentiment mystique. Donc ça aussi, c'est une autre manière de faire interférer les arts, qui passe par cette spiritualité qui traverse les continents et les croyances, donc des cultures différentes. Et l'ensemble Aloès relève le défi d'interpréter fidèlement ces œuvres après, bien sûr, de recherches approfondies qui ont été faites donc par l'ensemble. Et ce concert est conçu comme une cérémonie religieuse et c'est une mosaïque culturelle et spirituelle symbolisant l'unité universelle à travers les chants. Donc ça rejoint un petit peu ton unité universelle. Et on va céder la place, c'est ici, je suppose que vous allez les chanter.